Madame, monsieur, mademoiselle, vous avez sûrement remarqué que la politique française a le goût de la complication. Quand on pose une question ou quand se présente une circonstance, la politique obscurcit la question ou complique la circonstance. Et c'est pourquoi j'essaierai de vous parler le plus simplement possible à propos du référendum. Je vous présenterai d'abord deux réflexions avant d'essayer, si vous me le permettez, d'élever un peu le débat. Mes deux réflexions porteront sur les deux points suivants. Quelle est la question posée et le référendum sert-il à quelque chose? D'abord, quelle est la question posée? Eh bien, c'est tout simplement le point de savoir si vous approuvez l'entrée dans le marché commun de la Grande-Bretagne et des trois pays qui l'accompagnent. Tout le reste, ce sont des commentaires ou ce sont des interprétations. Et pour bien comprendre que c'est la seule question posée, vous n'avez qu'à réfléchir un instant à ce qui va se passer chez les autres, chez nos partenaires. Dans les 10 pays qui vont s'unir, il va y avoir en effet des référendums dans 4 d'entre eux. Et je note en passant que 2 des pays qui auront des référendums ont actuellement des gouvernements à direction socialiste. Lorsque vous lirez dans quelques mois ou dans quelques semaines que la Norvège s'est prononcée sur son référendum, vous ne vous direz pas que les Norvégiens ont approuvé leur fiscalité ou qu'ils ont choisi l'organisation particulière de l'Europe pour l'an 2000. Vous direz qu'ils se sont prononcés pour ou contre l'entrée de leur pays dans le marché commun, et c'est donc la question sur laquelle vous vous prononcerez vous-même. Ma deuxième réflexion, c'est le point de savoir si le référendum sert à quelque chose. Et je voudrais vous dire que oui, pour 2 motifs. D'abord, un motif pratique. Il y a beaucoup de gens qui croient que le traité étant signé, de toute façon la décision est prise et que, quelle que soit l'opinion des Français, l'Angleterre entrera dans le marché commun. Or, ce n'est pas ainsi que le problème se pose. Dans la vie internationale, ce sont en effet les gouvernements qui négocient les traités et qui les signent, mais ces traités ne peuvent entrer en vigueur que lorsqu'ils sont ratifiés par la loi, soit par le Parlement si c'est lui qui la vote, soit par le référendum si c'est le référendum qui se prononce sur la loi. Et donc, vous avez à vous prononcer pratiquement sur le point de savoir si la Grande-Bretagne et les autres pays entreront ou non dans le marché commun. Et le deuxième motif de l'utilité de ce référendum, c'est ce que j'appellerais la force d'entraînement d'un référendum. L'expression de la volonté populaire dans une certaine direction crée une force irrésistible. Là aussi, je prendrai un exemple, c'est celui du référendum de 1962. Vous vous souvenez qu'en 1962, on vous a posé la question de savoir si vous étiez favorable ou non à l'élection du président de la République au suffrage universel. Et tous les dirigeants politiques, la plupart d'entre eux, étaient contre cette proposition. Les Français ont voté oui, et vous observez que depuis cette date, plus personne ne propose de revenir au système antérieur, et même ceux qui avaient fait campagne pour le non-référendum ont admis la décision de la volonté populaire. Ce sera la même chose pour l'Europe. En réalité, la décision que vous prendrez, elle engagera les gouvernements successifs, les majorités successives à entreprendre cette organisation et cette construction de l'Europe. Et c'est pourquoi il est important que l'opinion française se prononce clairement et exprime clairement sa volonté européenne. Et maintenant, si vous me le permettez, je voudrais essayer d'élever un peu le débat parce que j'ai été frappé, sans doute comme vous-même, par la mesquinerie de certains commentaires ou par le caractère conventionnel de certains arguments. Et c'est d'ailleurs pour échapper à ce caractère conventionnel que je me suis permis d'apporter sur cette table quelques fleurs. Pour situer le véritable niveau du débat, l'enjeu, je vous citerai un chiffre. Et je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un chiffre financier. Je me suis posé la question suivante, celle de savoir combien, depuis 60 ans, et dans les 10 pays qui vont s'unir, il y avait eu de morts du fait des guerres européennes. Et je précise bien ma question. Depuis 60 ans, c'est-à-dire depuis hier, puisque ceux qui sont nés au début de cette période ne sont pas encore à l'heure actuelle à la retraite. Et je n'ai pris que les 10 pays, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, les pays du Benelux, la Norvège, le Danemark et l'Irlande. Et uniquement les guerres européennes, c'est-à-dire les guerres fratricides.
Eh bien, il faut que vous sachiez qu'il y a eu depuis 60 ans dans nos 10 pays 12 509 000 victimes civiles ou militaires des guerres fratricides européennes. Alors, je crois que quand on pense à ces 12 509 000 morts, si vous les imaginez avec leur trou rouge au côté droit, et si vous écoutez leur appel timide et souterrain, je crois que vous n'hésiterez pas à vous prononcer dimanche en faveur de l'organisation pacifique et politique de l'Europe. Et d'ailleurs, si l'on pouvait imaginer que leur avis avait été demandé à un moment quelconque, combien mesurerait-il la chance qui est la vôtre aujourd'hui de pouvoir choisir, et choisir à jamais, l'organisation pacifique de l'Europe. Quand on songe au fait que nous allons pouvoir organiser définitivement le continent le plus divisé et le plus balafré du monde, on se dit que face à une semblable question, sans doute, les socialistes de Jean Jaurès ne se seraient pas abstenus, et je crois même que les communistes d'Henri Barbus n'auraient pas voté non. Voici les réflexions que je me suis faites sur ce référendum, et je souhaite, Madame, Monsieur et Mademoiselle, que vous fassiez les mêmes. Et dans ce cas, naturellement, vous voterez dimanche, et naturellement, vous voterez oui. En le faisant, vous contribuerez, dans toute la mesure qui dépend de vous, à éclairer un peu cette fin de siècle pour l'Europe.